Donc, le risque, en voyant cela, c'est de vous dire, c'est l'histoire ancienne. Ou, voilà quelqu'un guidé par son ressentiment personnel. Mais pas du tout. Il s'agit d'idées. Une chose, hélas, qui tend à être de moins en moins pratiquée. Il s'agit d'idées qui ont été rejetées par la quasi-totalité des responsables français en 1995, parce qu'elles étaient justes, et condamner un système oligarchique, financier et oligarchique culturel qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Dans une culture qu'il faut bien appeler une culture de la mort, si vous préférez de dire autrement de la peur de la mort, et dans laquelle les financiers spéculent à mort. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans un contexte de réarmement généralisé pour menacer les récalcitrants. Vous savez, la bourse augmente en Allemagne, en France, grâce aux industries de la défense. Ça fait quoi dans le dos? Parce que la dernière fois que ça s'est passé, c'était entre 40 et 42. La bourse marchait très bien sous Vichy. Alors, Rémi Lebrun, qui a effectué un travail de fond, qui est ici, sur ce qui s'est passé alors, va nous lire d'abord des éléments pour montrer que les gens ne pouvaient pas l'ignorer, de la profession de foi, je préfère l'appeler déclaration de candidature d'alors. Alors. En fait, ce qui est marrant, c'est de le lire aujourd'hui comme si c'était à appliquer aujourd'hui et à découvrir aujourd'hui. La question, donc ça, c'est la profession de foi qui a été envoyée à tous les Français à l'époque. Il dit, la question à se poser, celle que les autres ne se posent pas, est la suivante. Pouvons-nous mettre en place un système économique viable qui empêchera que se brise la trame sociale, que se désintègre notre système de gouvernement représentatif et qu'un monde en contraction aille à la guerre? Les marchés ont un visage, contrairement à ce que disait le monsieur Norman. C'est celui de l'oligarchie, celle de la City de Londres et de Wall Street, de la Réserve fédérale américaine et du Fonds monétaire international. Et des plumitifs de cours attitrés, cette dictature financière est la cause du chômage. Les spéculations insensées sur les produits dérivés, le trafic de drogue, le casino et l'immobilier sont au cœur de ce système. Et il y a deux choses importantes qui nous touchent tous les jours, qui sont les conséquences de ça. Quiconque n'attaque pas d'abord cet ennemi condamne son pays à l'impuissance, lui laisse perdre son âme et le livre aux idéologies du sol, du sang et de la race. Ce qu'on voit tout le temps. Une dernière chose, il faut arrêter la dérive vers une dictature de l'opinion, les matraquages d'une télévision sous contrôle des marchés et une sondomanie, des sondages à répétition généralisée. En un mot, il faut former les citoyens libres pour leur aventure commune qui seule peut nous ouvrir la porte vers l'avenir. Alors, pour vous dire que les gens ne pouvaient pas l'ignorer, je voudrais vous lire des choses qui sont en grande partie dans la déclaration de candidature. C'est le seul magazine, à l'époque c'était l'Express, qui a publié sur 2 pages toutes les déclarations de projets de candidature pour la présidentielle. Donc voilà ce que publie l'Express et que j'avais écrit. Il est également clair que nous ne sommes pas dans un pays en proie à la guerre. Cependant, nous sommes alignés sur la politique britannique pro-serbe en Bosnie. Nous avons soutenu les conditions qui ont permis le génocide au Rwanda. Nous ignorons les appels au secours des peuples dans la détresse. Nous avons partagé l'oppression en Algérie et faisons la sourde oreille à l'immense colère qui gronde dans notre propre pays. Si les commémorations de l'Holocauste et des atrocités nazies sont aujourd'hui si poignantes et nous interpellent au fond de nous-mêmes, c'est parce que le travail du deuil et de la mémoire ne pourra s'accomplir tant que nous continuerons à tolérer les ignominies engendrées par l'avilissement
de la Seconde Guerre mondiale et des idéologies de mort qu'elle engendra, les camps de concentration et d'extermination. Notre devoir absolu, c'est d'effacer cette honte. Et puis, j'ajoutais, il faut donc changer les règles du jeu en éliminant le cancer spéculatif, en mettant en œuvre un nouveau plan Marshall Ouest-Est et Nord-Sud, l'appelé plan Marshall, mais c'est aujourd'hui une nouvelle architecture de développement mutuel et de sécurité mutuelle, c'est mieux dit aujourd'hui, et c'est la même idée. Un plan Marshall dans lequel les flux financiers seront réorientés vers les infrastructures et la production. Cette démarche suppose que l'État reprenne le contrôle du crédit et de l'émission de monnaie. Ce projet doit être au cœur de l'alliance franco-allemande, en rupture avec le monétarisme et le libéralisme sauvage. C'est autour de cette alliance ainsi redéfinie que s'organiseront les politiques scientifiques, infrastructurelles et industrielles communes. Cela ne peut cependant se faire qu'à une condition, briser la nouvelle entente cordiale entre la France et la City de Londres. On ne peut prétendre être une république alors que l'on pactise avec une oligarchie qui ruine son propre pays. On ne peut prétendre défendre la paix dans le monde avec le parti de la guerre financière. Donc, voilà. Alors, ce projet était connu, on ne peut pas dire qu'on ne le connaissait pas. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé s'il y avait une presse qui était la presse que l'on prétend, c'est-à-dire une presse indépendante, normale? Un candidat nouveau apparaît, on est curieux. On cherche à le faire parler, on veut voir qui il est. Il a eu 566 signatures. Il est en dissidence et il est quand même HSCNA et licencié en droit, on le balance partout. Il est venu de l'extérieur de ce qu'Alain Minc appelait le cercle de raison, bien qu'il y soit parvenu auparavant. Et quand il l'a vu, il a rompu. C'est ça qu'on ne lui pardonne pas. Donc, vous devez l'interroger, voir qui il est. Ben non, ça ne vaut pas la peine. On sait déjà. Cette caste française à la science infuse. C'est un pelé, un tondu, d'où nous vient tout le mal. Ceux qui l'ont soutenu, c'est bizarre quand même. C'est l'étrange Jacques Cheminade. Perçu, évidemment, comme un ennemi, alors que toutes les grandes humanités, toutes les religions, on peut les définir, les ramener à une phrase très belle du judaïsme, reçoit tout homme avec un beau visage. Là, j'ai été reçu avec le plus vilain des visages des autres. Alors, c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qu'on voit l'étranger, quand j'étais qualifié d'étranger, bien que je représentais le courant le plus profond du patriotisme français, on voit l'étranger comme s'il était un ennemi de la maison. Et on ne bâtit pas de pont vers lui, au contraire. Alors, dans cette campagne, la première chose a été le comité de réception. D'abord, comme vous l'avez vu là, un candidat surprise, un inconnu. Alors, dans cette campagne, en principe, il y a une égalité de traitement des candidats à une présidentielle. Évidemment, c'est absolument faux. Une présidentielle, c'est une tricherie. Les banques, et il faut de l'argent pour une présidentielle, on doit normalement prêter aux gens qui ont eu les 500 signatures, ils peuvent être remboursés au moins de 7 200 000 euros. C'est ce qu'on donne aux candidats, quel que soit leur résultat. Après, on donne beaucoup plus. On compense beaucoup plus. Mais non, les banques refusent de prêter, donc pour des raisons politiques. Alors que il faut, dans l'année qui précède le premier tour, en l'espèce, le premier tour c'est le 24 avril, donc dans l'année qui précède, c'est à partir du 1er avril, ça ne s'invente pas. Donc, sur un an,
on considère les dépenses. Mais il n'y a un traitement équitable que 6 semaines avant. Et équitable, quelqu'un, un bon socialiste qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas, l'a défini. C'est quelqu'un qui mérite la parole, il doit avoir les moyens financiers de se présenter, il doit avoir une réputation, il doit avoir précédemment avoir été candidat aux élections, il faut qu'il ait une notoriété publique, comme par exemple M. Hanouna ou M. Rinpa. Donc, il y a équité 6 semaines avant, mais évidemment, l'équité, selon ce principe, fait que quelqu'un comme moi n'avait pratiquement pas la parole, sauf pour répondre aux accusations, comme vous l'avez vu. Et il y a égalité pendant les 2 semaines avant. Et là aussi, les journalistes peuvent traiter le candidat comme ils l'entendent. On est dans un pays libre, n'est-ce pas? Donc, c'est une campagne qui se déroule sur le fond du monde de l'argent et de la complaisance. Et de la triche. Ça va loin. Parce que dans cette campagne, vous l'avez vu comment j'ai été traité. Bon, voilà ce que disent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission nationale de contrôle de la campagne. Ils disent, Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un communiqué du 24 avril 1995, il établit que sur les chaînes de télévision, les temps de parole pour la période du 7 au 21 avril, donc la période de l'égalité, sont proches de l'égalité absolue, à l'exception de M. Cheminade. Le récapitulatif des temps de parole des candidats, disent-ils, montre en effet que le temps de parole moyen de M. Cheminade a été de 0h45, contre 1h25 environ pour les autres candidats. Et puis, la Commission nationale de contrôle de la campagne, dans une lettre du 20 avril 1995 au Marsolon, constate que, notamment dans certains programmes au sujet de M. Cheminade, le traitement équilibré de la présentation des candidats, de leurs commentaires et de leurs déclarations n'était pas pleinement respecté. Je ne sais pas si vous avez pris note des dates. 24 avril pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la Commission nationale de contrôle de la campagne, 20 avril. La date de l'élection, c'est 24. Donc évidemment, c'est comment appeler cela, ces réflexions. C'est juste, la campagne n'a pas pu être appliquée, ils le savaient. Ils l'ont fait simplement pour donner l'apparence que la justice et la démocratie étaient respectées. Alors ça va plus loin, parce que Roland Dumas, donc la personnalité qui a présidé le Conseil constitutionnel, avait plaidé dans une affaire contre moi auparavant, où il défendait le canard enchaîné, alors qu'il exerçait les fonctions d'avocat. Donc il aurait dû se désister. Il ne s'est pas désisté. On se désiste dans ce cas-là. En plus, le dossier concernant les comptes de campagne a été examiné par Louis Gauthier, que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit, pour vous, il n'y a pas de problème. La campagne a été rejetée, bien sûr. Donc je n'ai pas eu droit à ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire me défendre. Louis Gauthier, un ancien du cabinet de Pierre Jox, dont j'avais été l'adversaire politique, on est jugé par ses adversaires, ultérieurement nommé conseiller pour les questions de défense auprès du Premier ministre, M. Jospin. Voilà. Alors maintenant, revenons au comité de réception. Candidat surprise inconnu. Alors voilà, candidat surprise, c'est partout. Je vous ai montré, ça c'est le Courrier de l'Ouest, et ça c'est le Maine Libre. C'est exactement le même article. Pourquoi? Parce qu'ils se fournissent à l'AFP, et l'AFP leur fait passer les choses. Donc, le candidat surpris, là ça commence, c'est une surprise. Parce que non, ça va. Le candidat inattendu. Alors ça, c'est l'éco-républicain. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Jacques Cheminade propose de mettre fin à un système financier, alors il dit les choses, mais il est l'ami du milliardaire américain, Lyndon LaRouche, là que ça commence à apparaître, et évidemment, il est favorable à un nouveau plan Marshall, on le dit, mais comme LaRouche, il a été condamné en 1992 à 15 mois de prison avec sursis pour vol, après avoir reçu, avec 3 associés,
dans d'autres articles, on l'appelle trop comparse. Hein. Ce terme est utilisé. Plus d'1 million de francs d'une dame âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a fait appel de ce jugement. Et en effet, tout a prouvé médicalement que cette dame était capable de conduire sa voiture et de jouer au tennis. Et gênés, les juges ont décidé finalement, évidemment, on n'a pas fait de cadeau, on fait de cadeau à Marine Le Pen. Le jugement a été après le premier tour. Et le jugement final, en appel, a été une peine condamnée, qui était en condamnation, mais qui était effacée par l'amnistie. Donc, il ne pouvait pas être cité. Sinon, on empêchait dans Wikipédia tout le monde de la citer. Alors que c'est illégal. Donc, un candidat petit, la tribune de Genève, toujours M. Larouche, avait été condamné en 1989 à 15 ans de prison pour fraude fiscale, escroquerie et libéré en janvier 1994. Seulement, il était libéré. Alors, cheminade condamné pour vol, cheminade condamné pour vol, partout. Hein. Partout, à partir du 10 et du 11 avril, c'est-à-dire de la campagne, soi-disant, on est à l'égalité. Ici, c'est Libération. Pour qui roule la cheminade, le patron de l'ex-Parti ouvrier européen est bien un groupe américain qui dénonce le sionisme et la City. Et il se défend d'appartenir de l'extrême droite, mais quand même, il est lié aux politiques américaines là. Maintenant, alors c'est intéressant de voir comment réagissent la droite et la gauche. Ça, c'est Minute, donc l'extrême droite. Pour eux, je suis de gauche. Cheminade, prénom Jacques, notoriété nulle, ambition l'Élysée, souvent présenté comme d'extrême droite, Jacques Cheminade ne l'est assurément pas et ne manque pas une occasion de le dénoncer. Il se réclame de Jaurès et il est très bien informé, donc très dangereux, parce qu'il est de gauche, très bien informé, c'est très dangereux. Alors, vous devez savoir, pour ce pays qui s'appelle la France, heureusement, il y a malheureusement certains Français dans ce pays. Alors voilà des gens qui, lorsque Larouche a été condamné, ont le courage de signer pour lui. Je ne mentionnerai pas leur nom. Tous ont retiré leur signature sous la pression extérieure. Tous. Ils étaient 7 ou 8, hein, de droite et de gauche. Cependant, il y a un autre pays qui s'appelle le Royaume-Uni, où individuellement, on est plus courageux qu'en France. Puisque là-bas, Edward Heath, qui avait été ancien Premier ministre, Anthony Whitegood Benn, qui était la gauche du Parti travailliste, Heath était Tory de droite, Whitegood Benn était de gauche, et Michael Foot de l'extrême gauche. Tous ces gens-là avaient signé pour Larouche, comme 2 évêques anglicans. J'en ai rencontré un qui était d'ailleurs très drôle, qui était au nord, au Royaume-Uni. Aucun n'a fait la signature. Donc, ça vous permet de juger les responsables français et leur courage. Ensuite, il y a le hérisson. Alors, c'est fait presque pour moi. Le détrousseur de vieilles dames. Alors, évidemment, des pains mafieux. Je gagnerai haut les mains. Puis, M. Cheminade vote à voler. Donc, et tout l'article est une série. La République génère chaque année son lot de ripoux, mais jamais jusqu'à présent un candidat présidentiel n'avait été condamné pour vol à 15 mois de prison avec sursis. Bien. Cheminade, candidat ripoux. Et son bulletin est vite. Bon. Alors, Charlie Hebdo, c'est un peu différent. Cheminade, l'asile de fous. Hello, hello, Hare Krishna. Voilà. Et je ne vais pas ici, mais l'Humanité qui dit exactement la même chose. Donc vous avez l'Humanité, vous avez Minute, et vous avez tous les journalistes qui disent la même chose. Et lorsque je serai condamné, avec mon compte de campagne, et Rémi vous expliquera dans quelles conditions, les autres ne seront pas. Depuis Le Pen jusqu'à Arlette Laguillet, c'est Arlette Laguillet, oui,
strictement pas condamné. C'est la même, c'est la même, c'est le même milieu. Ils sont différents peut-être les uns des autres, mais c'est le même milieu. Moi, je considérais comme l'ennemi venant de l'extérieur de ce milieu-là. Alors, d'une humeur à l'autre, présidentielle, ça c'est le quotidien de Paris. Voilà, Jacques Cheminade. L'identité des maires sera connue, ceux qui ont signé pour lui. En effet, comme le veut la règle, leur liste sera publiée au journal officiel. On ne peut que conseiller aux électeurs de consulter ce document. Toutefois, rassurons-nous, le leader du très discret PO n'a aucune ambition élyséenne. Il sauve simplement à bon compte une formidable campagne de pub, en partie avec un financement public, donc du contribuable. Et c'est cette campagne-là, autour du financement public, qui fait qu'on sera dans une bonne position pour rejeter mon compte de campagne et le ruiner. Alors, maintenant, tous les maires, alors 3 maires se disent trompés par Cheminade, il n'y en a que 3. On en parle pendant 2 jours. Et c'est, je vois Sud-Ouest, la Dépêche du Midi, l'Union de Rennes, Varbentin, les journaux de Paris, tous les journaux. Parrainage, Cheminade, je me suis fait gruger, en interview moi-même. J'ai signé parce que l'opposition contre la spéculation me convenait, et puis je pensais qu'ils n'obtiendraient pas les signatures nécessaires, je le regrette bien. Donc, voilà. Les calomnies, là. Vous savez, ça marche dans la tête des gens, parce que ça crée le trouble. Il est contre le sida, et en plus, il fait pousser les cheveux. Je signe, laissez-moi 2 tubes de Cheminade. On m'accuse d'avoir eu une démarche commerciale. Jacques Cheminade, je me suis fait gruger, donc, pour le maire de Bouygues. Toute cette histoire démontre avant tout, lui est plus honnête, qu'il existe un sérieux malaise dans le monde rural, en dépit de tous les discours sur l'aménagement du territoire. Nous faisons partie des oubliés. Alors, 3 maires d'Anjou ont signé sur Cheminade. Alors là, la ligne change, mais c'est bien après. Au début, tous les maires qui se disent grugés, trompés par Cheminade et ses comparses. Là, après, pour se couvrir, il y a un maire qui dit, dans le Courrier de l'Ouest, qui a été relativement moins malhonnête que d'autres, je n'ai subi aucune pression. Puis un autre maire, aucun regret d'avoir soutenu Jacques Cheminade, etc., etc. Il y a même le Canard enchaîné, qui, par ailleurs, traité de secte, qui attaque la belle bravoure de Carrérou et des siens, vous les avez vus, qui s'attaquent à un petit candidat et qui n'ont pas le courage de s'attaquer aux candidats installés, qui, eux, font l'objet de. Ils rampent devant eux. Canard enchaîné le souligne. Alors, ça, c'est l'Express, toujours. Les banquiers, ils veulent me faire taire, qui refusent un prêt pour ma campagne, malgré l'assurance d'être remboursé par l'État. Voilà. Alors là, ça devient plus hard. Une secte, enfin, ça l'est déjà beaucoup, mais Charlie Hebdo, une secte dans les urnes. Dans un fourre-tout idéologique, Larouche, qui affirmait être le plus grand scientifique, économiste et stratège du monde, comme Ron Hubbard, gourou fondateur de la scientologie, et qui prétend avoir vendu la guerre des étoiles à Reagan, voit du complot partout pour justifier son antisémitisme, se prononce pour le tout nucléaire et propose, paradoxalement, de sauver la planète. Plusieurs fois, il s'est présenté à l'élection présidentielle américaine. Cheminade vient de se livrer à une tentative de récupération politique en publiant un texte peu connu de Jaurès, de la réalité du monde sensible. Comme il ne doute de rien, dans le texte introductif, il compare Jaurès à son gourou Larouche. Il a de la chance, l'escroquerie intellectuelle n'est pas réprimée par les tribunaux. Je ne le compare pas du tout au gourou Larouche. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ça marche. Je ne sais pas d'où ça vient, mais Roger Paul Droit a fait une page dans Le Monde, beaucoup plus tard, 2 ans après, dans laquelle il dit Cheminade compare Jaurès à son gourou Larouche. Le texte, la réalité du monde sensible, est intéressant. C'est bien dommage que ce soit Cheminade et les siens qui l'aient publié. Alors, la lettre hebdo, Cheminade est en réalité l'homme des intégristes islamiques. Il a été reçu au Soudan par Hussein el-Tourabi. Il propage les idées émises à Khartoum. C'est vrai, je suis une fois à Khartoum.
pour intervenir dans une conférence et défendre une ligne de paix et de développement mutuel. Je n'ai jamais rencontré tout rapidement. Alors, les plus courageux sont les pèlerins, les bons chrétiens, les pèlerins, les bons catholiques. Ils disent, voilà, devant les doutes suscités par sa candidature de cheminade, y compris parmi les élus qui lui ont accordé leur parrainage, nous avons choisi de ne pas faire figurer son programme parmi ceux des 8 autres candidats présentés ici dans l'ordre officiel d'affichage. Donc eux, c'est le silence. Alors, Philippe Bouvard, le candidat zéro. Alors, ça, je vous passe un inconnu des bataillons politiques, n'intéressant rigoureusement personne, crédité d'une absence totale d'intention de vote. M. Schmilad aura néanmoins obtenu 500 signatures de notables, des dizaines de minutes d'antenne officielle, plus d'interviews qu'un prix Nobel, des affiches placardées dans toutes les villes de France et des millions de bulletins imprimés à son nom. La démocratie n'est pas seulement bonne fille, qui, sur le pavois durant 6 semaines, à zéro pointé, elle est aussi remarquablement équilibrée, puisqu'elle paraît donner sa chance à un zombie du suffrage universel. Heureusement, aucun lecteur ne s'y trompe. Alors, dans le plus subtil, il y a 2 jours de suite, Arnaud Vivian dans Libération. Voilà ce qu'il dit. Après Chirac de gauche et Balladur populiste, sans parler des indéfinissables pataquès de cheminade, gastéropode babélien, amassant dans sa coquille vide toutes les pensées creuses, nous assistons maintenant, sans trembler, à ce nouveau décapage, à ce nouveau brouillage décapant. Puis, par ailleurs, ce qu'il dira, dès qu'il apparaît à l'écran, on est désagréablement impressionné par sa manière d'y être. C'est toujours avec ses théories à la gomme, son oncle flou d'Amérique, son escroquerie à la petite vieille qui lui vaut une condamnation pour vol. Et puis Benoît Duquesne, cité par Arnaud Vivian, n'avait pas certes l'intention de se laisser embrouiller par cette espèce de serviette éponge dialectique sortie de l'ENA. Tous les journalistes le détestent, ils ont raison. Il y avait des non-candidats. Cheminade a inventé une nouvelle espèce, le non-candidat candidat, insensible au candidat. Ça, c'est intéressant, insensible au candidat. Après commence l'offensive pour dire que je ne dois pas être remboursé, que c'est inouï que je puisse être remboursé par l'État. Je ne suis pas digne. Alors, ça, c'est Serge Faubert. Bon, c'est l'événement que je lis, où il dit chaque cheminade qui affirme ne vivre qu'avec 6 000 francs par mois a dépensé 1,5 million de francs pour sa campagne, somme qui lui sera remboursée par l'État à l'issue des élections. Il conviendra d'être circonspect. L'adresse de l'association chargée de collecter les fonds de campagne, Fédération pour une nouvelle solidarité, correspond en fait à une société de domiciliation, la Sopradom. Voilà. L'article s'intitule Jacques Cheminade, le candidat de Saddam Hussein. Donc, de plus, même s'il ne dépasse pas 1% des suffrages, ça c'est la lettre de magazine Hebdo. Même s'il ne dépasse pas 1% des suffrages, Jacques Cheminade ne fera pas une mauvaise opération financière. L'État vient de lui avancer 1 million de francs pour ses premiers faits de campagne et recevra 7,2 millions de francs à l'issue du second tour, contre 32,4 millions aux autres candidats qui dépasseront 5% des suffrages. À ce stade, l'investissement démocratique devient pour lui tout à fait rentable. Alors, ensuite, ce que je dois vous dire sur tout ça, c'est que, en réalité, si vous regardez de près les choses, d'abord, on a une classe politique qui regarde dans le rétroviseur, qui est incapable de voir l'avenir. Vous savez que j'avais intitulé ma campagne en 2017, La France avec les yeux du futur. C'est la France avec les yeux du rétroviseur. Pourquoi? Parce que pour être digne d'être candidat, il faut avoir un passé. On s'en fiche qu'il est décidé pour l'avenir. C'est le passé, il doit être de la famille, de la tribu. Alors, d'autre part, c'est l'acharnement contre la gauche. Voilà, ça s'explique très bien, parce que nous avons les textes de ce qui s'appelle aux États-Unis le Freedom of Information Act, la loi sur la liberté de l'information, qui dit que alors c'est le FBI qui envoie depuis
son centre, on a le papier, hein, rayé pour éviter que le secret soit trop divulgué, mais il y a des parties qui sont cachées, on a le texte. Carrel, américaine, les a dans ces dossiers. Donc, ils envoient ce, euh, cet ordre aux ambassades à Bonn, à l'époque, on était encore à Bonn, c'est avant 2000, à Paris et à Rome, en disant voilà un ami de la Rouge qui est en France, pas question d'un candidat ami de la Rouge puisse prospérer. Il faut l'empêcher par tous les moyens. Et ils disent aussi, et ça je suis content, ils disent aussi on l'a examiné de près, on l'a vu de près, on a constaté qu'on ne peut pas le corrompre. Si on pouvait le corrompre, ça serait mieux. Il est malheureusement incorruptible, c'est dit en toutes lettres. Donc, voilà, c'est quelque chose d'outre-Atlantique. Ces gens qui prétendent défendre la France, la loi et tout ça, en fait, ils tiennent des informations d'outre-Atlantique. Et je dois être agent de quelqu'un. Je peux être qu'agent de l'étranger. Alors, on fait tout ce mélange d'extrême gauche, d'extrême droite, voleurs de vieilles dames, issus de l'ENA et d'HEC. C'est quand même incroyable qu'un voleur de vieilles dames soit issu de l'ENA et d'HEC. C'est vraiment le comble du sale type. Pauvre type, il a dû très mal réussir dans sa carrière, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est notre histoire. Donc, c'est un ovni, un objet politique non identifié, mais dangereux. C'est comme le météore qui menace la Terre. C'est à peu près ça. Comme ça. Alors, la vérité, évidemment, c'est que ceux qui ont obtenu les signatures, notre équipe ici, l'équipe de jeunes, sont les seuls à l'avoir obtenu parmi les partis qui ne sont pas les 5 ou 6 très grands, sont les seuls à l'avoir réellement obtenu sans soutien extérieur. Poutou a eu des soutiens extérieurs. La salle aussi, plus tard. Les seuls qu'il n'ait pas eu, réellement, c'est Lutte ouvrière et nous. Alors, Lutte ouvrière, parce qu'à leur façon, ils ont un groupe de gens qui voient les maires, qui les voient de façon systématique. Tous les autres appartiennent au cercle de raison. On peut penser ce qu'on veut Lutte ouvrière, mais il faut reconnaître cela. Alors, évidemment, il n'y a pas d'égalité de traitement du candidat. Et à la fin, on déclare Jacques Cheminade crédité de 0,25 ou 0,28% des voix, ça dépend. Mais ce qui est très curieux, c'est que j'ai 0,25, 0,28, ou disons entre 0,18 et 0,23 partout en France. Il n'y a pas un endroit où il y a plus ou il y a moins. Ça, c'est selon les experts, mathématiquement pratiquement impossible. Il y a une telle exception du vote, la même partout. Sauf là où je n'ai jamais mis les pieds, je n'avais pas l'argent pour y aller, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. À Mayotte, j'avais eu 2,5%. Mais là, on dit c'est parce que c'est Jacques Cheminade et les gens ont cru que c'était Jacques Chirac et ils ont voté pour lui sans savoir qui comptait. Parce que là-bas, sont bien entendu analphabètes. Ça a été dit, hein, j'invente pas. Donc, voilà. Avec le fait que c'est intéressant parce que je vous ai décrit Louis Gauthier et Roland Dumas. Maintenant, je suis allé voir le secrétaire général du Conseil constitutionnel pour voir ce qui s'est passé. Et il m'a dit, il s'appelle Olivier Schrammeck. Il a très bien réussi sa carrière après. Et il a dit, mais pour vous, il n'y aura pas de poursuite pénale. Alors, au début, je n'ai pas compris. Simplement, on vous demandera de rembourser. Voilà. Après, j'ai compris. Parce que quand notre avocate a fait appel à la Commission des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, elle a été rejetée. Pourquoi? Alors que son argumentation était excellente. Je vais redire sa note, Rémi aussi. C'est une organisation excellente. Ça prouvait que j'avais été complètement en dehors de toutes les règles établies. Et avec Rémi, c'est encore pire que ce que je suis en train de dire maintenant. Mais, a dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est politique. Donc, ce n'est pas de notre compétence. On respecte, nous, en Europe, les souverainetés nationales, n'est-ce pas? Donc, c'est ni pénal ni civil,
puisque ça n'a pas été pénal, Olivier Schrammeck, ni civil, puisqu'il n'y a pas de conséquences civiles, c'est politique. C'est une règle politique, c'est différent. Alors je dois vous dire, c'est pas un secret, mais demi-secret, que le frère d'Olivier Schrammeck, qui est un parfait honnête homme, qui s'appelle Denis Schrammeck, est venu me trouver à une réunion où j'ai eu la faiblesse d'aller, le 50e anniversaire de ma promotion de l'ENA, et il m'a dit: Jacques, je dois dire une chose, j'ai honte de mon frère. J'ai honte de ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas son frère qui l'a fait, c'est tout le Conseil constitutionnel. Mais et son frère, ce n'est pas un sujet. Donc, les gens sont au courant. Et le pire, ça a été, dans le monde, Jacques Cheminade derrière son rideau de fumée. Ça, c'était donc juste avant l'élection, vendredi 21 avril. Et c'est Sylvie Kaufmann qui signe. Alors évidemment, ce n'est pas par hasard. Elle donne le coup de pied de la messe. Elle est connue comme représentant les intérêts de Wall Street et les banques d'État américains. Ceux qui ont lu tous les écrits le peuvent le voir et le vérifier. Alors, ce qu'elle dit en conclusion, même si son score électoral frise la nullité, M. Cheminade a donc déjà remporté un succès, demeurant le fidèle lieutenant de son ami américain. Alors, eux sentent quand même le danger, plus que moi. Je n'ai pas compris pleinement à l'époque. En 2012, oui. En 2002, oui. En 2002, lorsque Nicolas Miguet a envoyé sa lettre à 36 000 maires, disant que j'étais un escroc, un malade, je l'ai fait condamner d'ailleurs en justice. Mais c'était fait pas Nicolas Miguet, il a été délégué pour essayer de m'éliminer en 2002. Si en 2002 j'étais passé, ayant dit ce que j'avais dit en 95, là, les circonstances auraient été très différentes. Je n'ai pu être candidat qu'en 2012. Et c'était longtemps après. La crise financière s'était produite. Et c'est là qu'en sorte, toute idée se fout de l'espace, un couloir de fusion thermonucléaire entre la Terre et la Lune, etc., etc. Comme l'a dit Branco, justement, d'ailleurs, ceux qui se sont moqués d'un programme de l'espace, après, c'est eux qui n'ont rien compris, puisque maintenant, on en est à la guerre de l'espace aujourd'hui, dernier article de l'hier dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ne niaient pas que l'espace soit important. Ils disaient que l'espace, ça ne mérite pas de figurer dans une campagne présidentielle. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas comprendre, ils sont trop bêtes. Ça doit être laissé aux scientifiques et aux experts, à nous, à notre caste. Et ça, c'est très clair, c'est venu par la suite. Alors, après coup, certains ont essayé de se blanchir, et les articles Cheminade s'expliquent sur ces parrainages, mais toujours défensifs. Je veux quand même rendre hommage à un correspondant local et aux correspondants locaux de presse, c'est ce qu'on appelle les localistes, hein, qui, eux, m'ont couvert très bien. J'ai ici retrouvé Sud-Ouest, à Blouson-Sérion, ou encore à une petite ville, Auchan. Et eux ont couvert très correctement la campagne, ont dit les idées, c'était le Crestois à Auchan. Et ont découvert Cheminade, un candidat présidentiel, un chemin vers d'autres idées, de vraies questions. Rencontre à la base, c'est intéressant. Il serait cadre de Gaulle social, revendique l'héritage de Jaurès et se déclare adepte d'un colbertisme qui est partout ailleurs. On disait mélanger de Gaulle et Jaurès, mais c'est la droite et la gauche, je dis que c'est cinglé, c'est un malade. Lorsque Chevènement l'a fait en 2002, on a dit, ah, comme c'est intéressant, oh, comme est validé, voilà ce pays. Pour que vous ayez un sens de la bataille qu'on doit mener, si on veut être cohérent et si on veut toucher aux vraies questions. Et actuellement, vous avez pu constater hier soir qu'Emmanuel Macron, même de l'aveu général, est un parfait ténaste qui est très compétent en segmentant toutes les questions, mais il n'y a rien sur ce qui est fondamental, rien sur le système financier et monétaire, rien sur l'oligarchie financière, rien sur le monétarisme, rien sur l'Europe, pas un mot sur l'Europe, et sur la guerre en Ukraine, Autriche,
en disant qu'on est pour la paix. Alors qu'on balance quelque chose qui est ce cessez-le-feu de 30 jours, qui est fait pour empoisonner les relations entre Trump et Poutine. Et on dit, on enverra certes nos soldats, mais pas sur le front. On les enverra dans les lieux sensibles à l'intérieur de l'Ukraine pour assurer la paix. J'entends bien que les Russes disent, bon, mais alors là, vous êtes en guerre, vous êtes avec un parti, on a le droit de vous frapper. Alors Macron, qui est tordu quand il n'est pas permis, il a dit, mais je ne dis pas qu'on doit faire la guerre à une puissance nucléaire comme la Russie. Je dis simplement qu'on doit la mettre en garde. Alors, vous vous rappelez, ce n'est pas du tout ce qui avait été dit au départ. Bruno Le Maire, on mettra la Russie à genoux. Et d'autres, le même acabit. Alors, pour finir, il y avait un article dans Le Monde qui s'appelle Introduire une certaine conception de la transcendance dans la politique. Jacques Cheminade, candidat de Nouvelle Solidarité. C'était le 12 avril, c'est le seul article décent sur l'échiquier politique. Ils font un front qui rassemble la tradition du socialisme humaniste, représentée par Jaurès, la tradition de rupture de De Gaulle et la tradition du christianisme social. Mais ça, dans un article du Monde qui rentre dans un ensemble qui permet de dire au monde, nous, hein, on a dit les choses comme il fallait. Mais on n'est pas coupable de toute cette rumeur, de tout ce bruit. Donc voilà. Probablement Rémi va vous parler du Conseil constitutionnel parce que c'est très intéressant de voir comment la plus haute juridiction de France se comporte comme une mafia. Alors, juste, si tu me permets, je vais recaler un peu le contexte. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, si cette réunion est importante, c'est pour comprendre ce que c'est que le souverainisme. Il y a deux types de souverainisme. Il y a celui de la force et de la nation. C'est Napoléon, c'est l'armée, tout ça. Et il y a le souverainisme qui est humaniste, patriote et qui est individuel. Et qui sont trois souverainismes qui sont interdépendants, qui sont indispensables les uns des autres. Et il faut donc voir quand même qu'il y a eu la résistance. Il y a le témoignage d'une amie de Jacques qui était résistante, qui disait que c'était les premiers résistants n'étaient pas résistants pour tuer du Boche, mais pour conserver leur dignité humaine. Et ça a fait les 30 Glorieuses de gens d'un État constitué de patriotes, de gens sérieux qui servaient le pays. Et ça a donné des affaires Boudin qui voilà, ont éliminé les gaullistes, ont éliminé avec un Mitterrand ce que pouvait être le reste du Parti communiste. Et donc arrive Maastricht en 92, où on décide que la France serait soumise à l'euro et que le droit français serait soumis au droit européen. Donc c'est 3 ans avant la présidentielle de 95. En 92, il y a Chevènement qui s'oppose fermement à ça. La citation, je l'ai quelque part, mais bref, c'est pas... Enfin, il dit voilà, que la souveraineté monétaire, si on l'abandonne, c'est mort. Il y a Séguin qui fait un super discours à droite pour s'opposer à Maastricht. Et 95, courageux comme ils sont, vu qu'ils sont souverainistes pour la nation peut-être, mais par eux-mêmes, pas tellement. Donc Chevènement se met derrière Jospin et puis Séguin derrière Chirac. Et donc il n'y a que Jacques qui, au milieu de tout ça, représente ce que la France doit absolument faire pour résister, pour exister encore. C'est en 99 que sera créée ATTAC, l'association pour la taxe Tobin, donc qui est le fait de taxer la mafia financière, 1% sur la finance. Et c'est en 2001 que sera conclue la fusion entre BNP et Paribas. Donc l'idée de banque d'affaires couplée aux banques de dépôt. Donc on est en plein milieu de la mise en place d'une dictature financière et il y a un troublion qui vise juste, presque comme tu disais, tu regardes en avant et tu regardes ce que l'humanité a besoin, ce que faisait Larouche aussi. Et c'est parce qu'il y avait besoin du développement mondial que la souveraineté française était nécessaire. C'est pas une conséquence de la trahison de 2005 et du référendum qui fait la souveraineté, la nécessité de la souveraineté. C'est le besoin d'une humanité qui se développe. Bref, donc maintenant ça arrive, le moment chiant, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, je vais essayer de vous lire des extraits
du verbatim, en fait, qui a été publié en 2020, enfin, qui a été rendu public en 2020. Il y a 4 points qui me semblent absolument importants de comprendre. C'est qu'il y a eu un procès d'intention. J'en ai condamné Jacques sur sa personne et sur euh, qui il est, parce qu'il a fait, etc. Et en compte a été le premier à être examiné. Le premier examiné, mais après, la condamnation a eu lieu après avoir regardé, en sachant les affaires avec Chirac et Bazoum. Donc, le premier point, c'est le procès d'intention. Le deuxième point, c'est que ils ont décidé de condamner et de rejeter le compte sur la base de suspicion en refusant d'enquêter. Parce que, enfin vous verrez, mais il est proposé que s'il y a eu fraude de la part de Jacques, ça veut dire pénal. Ça veut dire... mais ce qu'il voulait dire enquête. Et ce qu'il voulait dire être sûr de oui ou non fraude. Et ça a été refusé. Donc ils ont rejeté sans investiguer. Et la troisième et quatrième chose, c'est le fait qu'ils aient, pour la première fois, comment on dit, interprété une loi concernant le financement des campagnes qui était très 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 floue sur les prêts. Et donc ils en ont profité pour faire en sorte de qualifier des prêts faits à Jacques Cheminade sans taux d'intérêt en dons, et ce qui, une fois qualifié en don, permettait de rejeter le fonds de campagne. Et donc c'est la première fois que cette loi a été interprétée. Donc, ce n'est pas une loi, c'est une interprétation d'un texte du Code civil et du Code pénal qui dit qu'un prêt se caractérise avec ou sans intérêt par son caractère restitutoire. Et un prêt, c'est ce qu'il faut rembourser. C'est pas ce qu'il y a des intérêts. Alors, j'ai pas de licence de droit contrairement à Jacques. Donc, il s'assoit sur le droit existant, sur la loi. C'est la tyrannie, on appelle ça. Ça montre que les élites ne respectent pas leur propre texte. Et donc, pour la base, donc, c'est 4 690 000 francs que constitue le compte de campagne de Jacques, qui est de mémoire le plus petit. Le prochain, c'est celui de Voinet, qui a 700 000 francs. 7 millions, pardon. 7 millions. Avec en majorité des prêts de personnes physiques, à titre gratuit, sans taux d'intérêt. Pour Voinet. Comment? Pour Voinet. Non, pour Jacques. Ensuite, il y a eu 3 500 francs de prêts bancaires, des prêts du parti politique et l'avance de l'État. On a ensuite donc des discussions sur d'où viennent les prêts. Et donc, il y a toujours la suspicion. Donc, on a M. Loloum qui dit « Il me paraît difficile d'aller au-delà de la suspicion. On a bien un contrat de prêt. » M. Gauthier répond « La loi ne concerne que les dons et non les prêts. Il n'y a pas en fait de solution satisfaisante. Les prêts constituent une brèche. Leur procédure n'est pas encadrée. Rien n'est dit quant à l'origine des fonds, les modalités de remboursement. Monsieur le Président, donc Roland Dumas, il n'est pas interdit de fixer les règles. Nous, le Conseil constitutionnel, après que l'élection ait été faite, tout ça. Beaucoup de candidats sont-ils concernés? Réponse de M. Gauthier, non, car les autres ont souscrit des prêts bancaires. Retenez bien quand même cette question des prêts bancaires. Monsieur Faure, notre réponse dépend de l'étendue de nos investigations. Si la législation est muette sur les prêts, ce n'est pas à nous de combler ce vide. Madame Lenoir. Donc, Madame Lenoir, c'est une socialiste qui est la plus jeune du Conseil constitutionnel de l'époque, qui a été ensuite ministre des Affaires européennes de Jospin et qui a terminé sa carrière à la déontologie à l'Assemblée nationale. Elle dit « C'est un problème intéressant, ce vide juridique. Il faut savoir s'il s'agit d'un prêt ou d'un don. Il faut élucider le statut d'un prêt sans intérêt. » Roland Dumas demande « Avez-vous le contrat des prêts ?» Et Gauthier répond, donc Gauthier, je crois qu'il était rapporteur, je crois. Oui, formellement, c'est régulier. On avait tous les formulaires des prêts signés, tamponnés et tout ce qu'il fallait.
Monsieur Loloum, il s'agit d'un prêt civil qui peut donc être accordé sans intérêt. La dispense d'intérêt n'est donc pas nécessairement un avantage en nature. Il faut en revenir à la définition légale de l'avantage en nature, ce qui aurait dû nécessairement être payé. Madame Lenoir, pourquoi ne pas considérer qu'un prêt sans intérêt équivaut à un don, mais s'il excède les 30 000 francs, on dira qu'il est contraire à la loi. Voilà. Elle a des idées, madame. Ouais. Monsieur Gauthier, d'accord. Monsieur le Président, passons au compte suivant. Monsieur Robert, il faut être précis. Quand on dit le prêt sans intérêt, c'est un don, ce n'est pas exact. C'est le don des intérêts exclusivement. Donc il y a quand même Jacques Robert qui sera un des premiers qui dira qu'il y a eu une entourloupe dans tout ça. En ce qui concerne les prêts, même si le problème ne se pose que pour Cheminade, on créera une jurisprudence. Les candidats du futur en tiendront compte. On verra une jurisprudence en quelque chose que je ne pouvais pas connaître avant la réunion du Conseil constitutionnel. Jacques Cheminade, ça s'appelle une loi ex post. En fait, après, c'est absolument contraire au droit. Il faut que celui qui est jugé connaisse la loi sur laquelle il sera jugé. Alors, l'instruction met en évidence un montage financier vraisemblablement frauduleux, vraisemblablement, sans toutefois que les éléments de preuve collectés ne permettent, en l'absence de construction jurisprudentielle, de caractériser l'infraction. Voilà. Madame Noire, c'est une fraude caractérisée, mais dont nous n'avons pas la preuve matérielle. Je ne suis pas pour qu'on lui précise les choses. Monsieur Gauthier, peut-on déqualifier certaines factures et contester leur caractère électoral? En tout cas, c'est le seul moyen pour attaquer le compte sur les dépenses. C'est difficile. Il est plus aisé de le rejeter sur les recettes, donc les prêts, qualifiés en dons, etc., etc. C'est la première fois qu'on rejette sur les recettes, c'est toujours sur les dépenses. Or, la jurisprudence constante du Conseil d'État souligne qu'un candidat doit toujours être en mesure d'appliquer la provenance de toutes les recettes de son compte. Et alors ça, quand je vais vous dire après avec Balladur et Chirac, oubliez-la pas. Au-delà de l'examen, hein, c'est le noir. Là, c'est, je sais pas, c'est un condensé, c'est un micmac. Mais de toute façon, ça c'est le verbatim. Faut pas oublier qu'il y a des repas entre tout ça. Il y a des petits cafés, voilà, des petites soirées. Au-delà de l'examen de la régularité des prêts, on peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé le candidat à rechercher puis à réaliser plus de 2 millions de francs de recettes, si tardivement, et en tout cas après que les dépenses électorales aient été engagées et facturées. Et alors là, c'est intéressant de voir ce que notre avocate a écrit à l'époque. Diverses banques avaient évoqué la possibilité de prêts ou promis des prêts en faveur de M. Cheminade avant le 7 mai 1995, donc avant la fin de la clôture pour les prêts. Cependant, face à la campagne menée contre lui et à son traitement inéquitable par les médias, deux faits admis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection de la présidentielle de la République, ces banques ont toutes refusé de prêter. Donc on a dû trouver ils ont dû, mais je ne sais pas, trouver des prêts pour arriver à combler le. Alors la conclusion, donc ça c'est le rapporteur après, parce qu'en fait donc il y a les conseillers, les rapporteurs bossent pour les conseillers, les rapporteurs doivent fermer leur gueule, les conseillers exigent aux rapporteurs de travailler comme il faut, et malheureusement ils travaillent pour les rapporteurs, pour les conseillers. Il paraît à peu près établi que le compte de campagne de M. Cheminade relève du montage et a notamment pour but, par le biais de recettes et de dépenses fictives, d'augmenter les droits à remboursement du candidat. Les montages dénoncés dans le rapport et les soupçons de fraude sembleraient plaider pour une telle transmission à l'autorité judiciaire.
Le projet de décision en l'état s'abstient d'une telle initiative en raison des motifs retenus au soutien du rejet du compte. Le système de facturation fictive ou excessive qui a été analysé sur des rapports, sur le rapport, n'est en aucune façon évoqué dans le projet de juridiction. La saisine du parquet impliquerait donc de la part des autorités judiciaires un réexamen de l'ensemble du dossier, au-delà même du cadre défini par la décision du Conseil. Il faudrait quand même pas que la justice s'en mêle. Monsieur Bonin, pour Cheminade, il s'agit d'un montage pour obtenir le remboursement de sommes qui n'ont jamais été dépensées. Le compte en Suisse sert de compte taxi, parce que l'argent, le prêt qui a pu permettre de combler les recettes avec les dépenses provenaient de Suisse, mais les contrats de prêt une personne française. Hein. D'une personne française et un notaire d'un pays de centre-américain, d'Amérique latine, existe et tout ça était certifié, ce qui n'était même pas nécessaire, mais il avait certifié la nature des fonds qui en l'espèce provenaient d'un héritage. Et donc après ce truc, le compte en Suisse sert de compte taxi. Monsieur Dailly répond: on ne va tout de même pas solliciter le concours des services fiscaux, ce n'est pas compatible avec la dignité de l'institution. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'orientation politique du candidat? Monsieur Gauthier, je n'en sais rien. Madame Lenoir, je crois qu'il est proche de Monsieur Le Pen. Monsieur Abadi, il est allé très vite, il a ratissé auprès des petits maires avant tous les autres, et cela a nui notamment aux écologistes. Ce qui est d'une cohérence. Donc ça, c'était voilà, c'est le Conseil 95, ils annulent, ils rejettent, non seulement ils rejettent le remboursement du compte de campagne, mais ils exigent de Cheminade de rembourser le million de francs de l'État. Donc, appartement hypothéqué, bien confisqué, un harcèlement pendant très longtemps. Je me souviens, le commissaire de police avec l'huissier tapant à la porte à 6 heures du matin. Donc on a Roland Dumas en 2011 qui fait une interview, donc c'est dans Lyon Capital. On lui demande la France-Afrique. C'était aussi des liens de financement politique. Vous passiez des valises pour financer la campagne de Mitterrand? Oui, bien sûr. Cela a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Il avait des relations personnelles entre les chefs d'État africains et français, quels qu'ils soient, et chacun aidait l'autre lors des campagnes électorales à gauche comme à droite. Des journalistes achetés, ça existe parfois? Sourire? Oui, oui, sans doute. Donc là, on est en 2011. En février 2012, Jacques Robert dit: nous n'étions de la discussion du Conseil constitutionnel, nous n'étions pas très fiers, la raison d'État l'avait emporté sur le droit, nous avons servi de caution à une belle entourloupe. Et donc arrive l'entourloupe. Quel était l'entourloupe? L'entourloupe, c'est que ce soit Chirac et Balladur ont pété les plafonds autorisés de financement de campagne, et notamment avec l'argent de la France-Afrique. Et donc, pour vous dire, mais je ne vais pas faire trop long pour que vous puissiez poser des questions, je retrouve ça rapidement. Pour Édouard Balladur, donc il a dépassé donc de 6 millions de francs. Donc Jacques, on était à 4 hein, en tout. Et Jacques Chirac de 5 millions. Ces estimations sont des fourchettes basses. Balladur n'a déclaré que 3 permanences de campagne, alors qu'ils en ont identifié, donc je sais pas, c'est je sais pas qui. C'est France Info en 2020. Après le. C'est quand ils ont eu accès au verbatim en fait. Et dans le verbatim, les rapporteurs de Jacques Chirac et des comptes de campagne Jacques Chirac et de Balladur ont dit ça. Qu'ils avaient identifié au moins 86 permanences de campagne sur tout le territoire, contre 3 déclarés. Des dizaines de meetings pour lesquels on ne leur a fourni aucune facture.
Euh, Pour Édouard Balladur, il y a eu 10,25 millions de francs qui ont été versés en une fois au Crédit du Nord 3 jours après le premier tour. Interrogé, la banque précise en 4 sacs de billets de 500 francs. Chez Jacques Chirac, 31 personnes se sont présentées à la banque Rivaux le même jour, le 6 mai, la veille du deuxième tour, pour déposer un total de 3,5 millions de francs en liquide. Voilà, Après la date des élections, ce qui est autorisé pendant 2 mois. Alors que pour moi, c'était une preuve de suspicion, alors que les autres l'ont fait. Et donc, bah oui. Oui. Il y a de quoi suspecter quelque chose quand même. Mais donc, comme c'était montré dans le reportage, ils ont raboté. Et donc, à la fin, quand Roland Dumas voit les rapporteurs donner les comptes qui tombent en dessous du plafond, il dit on a gagné. Ah bah, On a sauvé la République. Roland Dumas, je l'ai rencontré personnellement après. Il a l'avantage d'être un voyou qu'il admet, un voyou raffiné. Donc, il m'a dit, mais que vouliez-vous? Il fallait tout de même que nos équipes et celles de Chirac arrangent le compte de campagne. Qu'un président de la République soit élu en ayant triché, c'était inadmissible. En bénissant le compte de Chirac, nous avons sauvé la République. Et donc, à la fin des 3 mois de procédure, Roland Dumas a souhaité les inviter, les rapporteurs, qui ont fait tout ce travail, à déjeuner pour les féliciter de leur travail. Tous ont décliné. Et là, il faut bien comprendre que la souveraineté, ce n'est pas de décliner, c'est de combattre. Parce que des gens qui déclinent des propos malsains, des choses mauvaises, etc., on en connaît tous. On préfère ne pas répondre, on préfère se barrer de la soirée, on préfère rester chez soi, regarder Netflix, je sais pas quoi. Ça, c'est pas la souveraineté, ça. Voilà. Il fallait vendre des t-shirts. Oui, c'était. 500 Oui, euros, c'était. 500 francs, Les méga blancs. très très bonne question, parce qu'il fallait justifier. Et donc les Alors, justifications ont été données. Balladur, c'est la vente en meeting. Ce dépassement là de 6 millions de francs et les 1500, c'était les ventes en meeting. Et vu l'heure, je pense qu'il faut qu'on passe aux questions-réponses. je dirais, il y a une chose, toute la classe politique française, tous les gens informés savent très bien ce qui s'est passé. Moi, j'ai quelqu'un du centre, quelqu'un de l'extrême droite, quelqu'un de l'extrême gauche, qui ont tous dit le coup qui a été fait à Cheminade, c'est le pire coup qu'on ait fait sous la Ve République, avec des méthodes soi-disant légales. Évidemment, je n'ai pas été assassiné comme Robert Boulin. Non, mais justement, Ils m'ont assassiné médiatiquement et intellectuellement. Alors, avant de prendre la parole, on va prendre les questions une par une, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse entendre par Zoom, ceux qui nous suivent par Internet, les questions. Donc, Monsieur Moifoil. Merci, Monsieur Chimilade, pour cet exposé qui me donne encore de mieux vous connaître. Sachez que c'est pas terminé, vous êtes toujours censuré car mon TikTok a subi 2 restrictions pendant cet exposé. Et malgré cela, il y a quand même 1300 personnes qui vous suivent. Donc, malgré la restriction de ceux qui veillent sur nous, il y a quand même 1300 personnes qui vous suivent. Donc, peut-être on va désormais me classer dans la même case que vous, mais bon, je ne fais que mon travail de journaliste. Vive la liberté de presse en France, vive la liberté d'expression. La question que j'ai envie de vous poser, Jacques Cheminade, après cet exposé, rassurez-moi, moi qui naquis en Afrique, je suis français, je vous rassure, en attendant qu'Orotaïo en décide autrement, est-ce que c'est vraiment de la France qu'on a parlé, pays de liberté, pays des droits de l'homme, pays de démocratie, ou c'est d'un pays africain qu'on a parlé là? Parce que là, sincèrement, j'ai cru entendre, voir des méthodes qui sont plus assimilables au pays où on vote à 99% un bord qu'un pays comme la France qui se dit pays des droits de l'homme. Sommes-nous vraiment en France ou est-ce que je suis dans un sommeil où je vois des choses qui se passent en Afrique? Voilà, merci.
Alors, je dirais qu'entre les dirigeants africains corrompus et les dirigeants français corrompus, il y a un aller-retour de valises. Donc, c'est la même chose, quelque part. Alors, ce qu'il avait reconnu, c'est Houphouët-Boigny. Il avait dit, oui, on dit que je suis corrompu. Il avait fait une émission de télévision sur ça. Oui, aujourd'hui, je suis corrompu. C'est vrai, je suis corrompu. Mais je ne veux pas faire autrement. Cherchez les corrupteurs. Où sont-ils? Ils sont à Genève, ils sont à Paris et ils sont à Londres. Parce que, avec son cynisme. Mais c'était vrai. Et le pire en France, c'est la prétention, Noël Lenoir en est un exemple même, à représenter la morale au nom du contraire. Ça, c'est l'hypocrisie de ce système qui a atteint son maximum. C'est pour ça que les gens, quand ils voient Macron aujourd'hui, pendant ces 3 heures, ils ont tout de suite un doute. Et c'est pour ça qu'on doute de tout. Vous voyez l'histoire de Macron dans le train, avec son mouchoir, là. Et on a dit que c'était de la cocaïne ou des pilules. Bon, que ce soit ou ce ne soit pas n'a pas d'importance, ça n'était probablement pas. Mais ce qui est important, c'est que l'attitude de Macron et la façon dont les gens le voient rend crédible que ça l'ait été. C'est ça qui est très grave. Voilà, pour répondre à votre question. Mais merci en tout cas, merci à vous et à ceux qui suivent, parce que ça leur permet d'accéder à une part de la vérité sur cette société. Ce n'est pas mon cas en lui-même. Hein. Alors, est-ce que c'est pire d'être un opposant politique en France ou en Russie ou en Chine ou aux États-Unis? La caractéristique de la France, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est faux. C'est la fausseté et l'hypocrisie. C'est un peu comme en Israël. En Israël, vous avez une démocratie réduite à une partie de la population, qui est réelle. Les gens peuvent manifester à Tel Aviv avec les pancartes d'enfants palestiniens massacrés, tués. Ils peuvent le faire. Mais en même temps, l'armée pratique un génocide à Gaza. Donc vous avez en France le même type de double jeu. C'est ce double jeu qui caractérise ce pays et qui trouble les gens. Parce que si vous voulez troubler les gens, qu'est-ce que vous faites? D'abord, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, je vais écrire sur ça. D'abord, on cherche les conflits sur des questions relativement secondaires, mais qui enflamment les gens, qui les opposent les uns aux autres. On crée des algorithmes qui, sur les réseaux sociaux, propulsent ces conflits. On fait une subversion. Après, on crée l'addiction, et après, on coupe, parfois, comme dans un jeu vidéo, on coupe les choses, et on crée la frustration. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, certains jeux vidéo sont faits pour durer 25 minutes, pour que tous les gens aient envie de recommencer, et que certaines drogues actuelles, les dernières drogues chimiques, sont faites pour que les effets durent 3-4 heures, pour avoir envie de recommencer. Et on crée ce même type dans la société de fixation sur des choses qui détournent de la réalité des questions fondamentales. Et ce qu'a fait Macron, pour aussi compétent qu'il puisse apparaître sur des questions tout à fait intéressantes, mais qui ne touchent pas au fondamental, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on détourne l'attention de la question réelle. Est-ce que la France défend les libertés dans le monde? Est-ce que la France défend la justice? Est-ce que la France a une politique de développement mutuel et de sécurité avec les pays d'Afrique et avec les pays d'Europe? Ça ne se pose pas. Parce qu'on détourne les gens, on crée le trouble. Si vous voulez égarer des poissons, vous troublez l'eau. Alors, un poisson, ne sait plus où il va. Et c'est à peu près ce genre qui réagit. Vous savez que beaucoup de gens ne réagissent pas à ce qu'on dit. Ou dites, c'est trop beau pour être vrai. Donc, c'est à vous de jouer ce rôle et de le jouer avec courage. Parce qu'il a dit quelque chose de très juste, Rémi. Il a dit les gens qui se retirent ou qui disent non, je ne suis pas d'accord, je me tais, eh bien, ceux-là ne sont pas souverains. La souveraineté individuelle, qui correspond à la souveraineté nationale, c'est se battre pour la vérité et le dire haut et fort. Larouche avait dit que le début de ce qu'il voit comme son engagement politique, c'est quand il était chez ses parents. Il était chez ses parents à table avec des invités. Et tout le monde était gentil, les invités, c'était bien. Dès que les invités étaient partis, sa mère disait, oh, tu as vu, son chapeau était horrible, celle-là. Et l'autre disait, tu as vu les conneries, disait l'autre, oh oui. Et il dit qu'il était scandalisé par ça, parce que
ils avaient un comportement disons, complètement différent dans la réalité et dans l'entre-soi. Et la France, que vous avez vu là avec le Conseil constitutionnel de Tourette, c'est l'entre-soi. C'est ce que Mainte appelait le cercle de raison, qui en fait est le bateau ivre aujourd'hui. C'est devenu le bateau ivre, d'un être fou par rapport à ce qui se passe dans le monde. Macron m'apparaissait comme un malade mental fonctionnel l'autre soir. Bonsoir Monsieur Bonsoir Monsieur Cheminade. Pensez-vous que le bouclier européen pour la démocratie sera demain nous prémunir de ce genre de comportement? Personne n'y croit en Europe. Macron lui-même, il a dit on ne peut pas faire sans les États-Unis. Ce qu'il cherche, il faut bien le comprendre, beaucoup d'amis américains ne comprennent qu'à moitié. Macron n'a pas d'influence. Il fait croire qu'il en a. Mais il en a quand même d'un certain côté avec Starmer en particulier. Et maintenant les Allemands dans tout ça. Et les Polonais. Ils sont des amis aux États-Unis. Et ils font ce pont entre les États-Unis et l'Europe, transatlantique, on appelle l'atlantisme, pour essayer d'empêcher que Trump ait une politique de paix. On me dirait, Trump a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais sur la politique de paix, il la veut parce que c'est un businessman et il veut rester comme un faiseur de paix dans le monde. Et maintenant, moi, j'ai les preuves que notre ministre, l'horrible ministre des Affaires étrangères, Barrot, qui est un héritier, son père était le ministre du Puy, Barrot, c'est un héritier dans le sens pire du terme, sûr de lui-même, arrogant. Eh bien, son contact, c'est Lindsey Graham, qui, au sein du Parti républicain, est un des pires ennemis de la politique de Trump, dans la mesure où Trump veut faire la paix. Ce qu'ils veulent, c'est capturer Trump grâce à son entourage. Et je ne crois pas que Trump soit si solide que ça. Donc il y a un danger là, oui. Mais il n'y a pas de danger que les Européens fassent je ne sais pas quoi. Aucun pays européen pense que les Français pourraient leur donner la bombe atomique pour les protéger. Ils croient qu'à la bombe atomique américaine. Hein. Tusk lui-même l'a dit. On fait 5 ans avec la France, on fait un accord avec la France, mais il est écrit dans l'accord entre la France et la Pologne que toutes les deux se situent leur force de dissuasion au sein de l'OTAN. Et que l'article, qui est l'article 42, paragraphe 7 de l'Union européenne, qui assure que si l'un est attaqué, tous réagissent, se situe dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN, qui dit la même chose, et couvre cet article européen. Moi, je voulais te poser une question, redonner un peu le contexte, parce que j'ai vu un reportage dernièrement sur l'affaire Clearstream, et tout le contexte des années 90, parce qu'en fait, il y a un reportage qui a été fait il y a 8 ans sur l'enquête Clearstream et l'affaire Karachi. Et tu parlais des valises et des valises qui reviennent et qui partent et qui reviennent. Il y avait toute cette histoire des commissions et des rétrocommissions. C'est comme ça que la campagne de Balladur a été financée. Et c'est, semble-t-il, d'après ce que Denis Robert dit dans le reportage, c'est dans le début des années 90 que commence vraiment tout un système de financement opaque international que déjà tu dénonçais. Mais là, en France, il y avait vraiment un niveau de corruption qui commençait, enfin, qui était déjà certainement là, mais qui s'accélère. Est-ce que tu avais conscience de ça? Parce que toi, tu arrives en plein milieu de ça en 95. C'est un contexte, évidemment, où tu apparais vraiment comme le caillou qui peut qui peut à un moment donné amener le rouage à se gripper, en tout cas par rapport aux révélations que tu amènes. Est-ce que tu avais conscience de ça à l'époque? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une corruption auparavant. Hein. La corruption, elle ne date pas de 1995. Il a tort de ce point de vue-là, Denis Robert, elle date d'avant. Les échanges avec l'Afrique de tous les partis. Mais auparavant, c'était du cash, c'était des valises. Là, les moyens qui ont été donnés après le 15 août 71 et après les accords de la Jamaïque, 3 ans après, ça permet de circuler comme on veut l'argent dans le monde. Donc ce ne sont plus des valises, ce sont des impulsions électroniques, ce sont les paradis fiscaux, et ce sont des banques d'affaires et des banques
des banques d'investissement, des banques d'affaires. Il faut distinguer les banques d'investissement. Les banques d'affaires gèrent des fortunes privées, les banques d'investissement spéculent sur le marché financier. Et les banques de dépôt deviennent une banque unique. Et c'est aussi, je sentais venir le fait, parce que c'était déjà rongé auparavant, que le fameux Glass-Steagall, la séparation bancaire, allait être abolie. Et Clinton l'a fait sous la pression, disons, de différentes choses qu'il avait faites, notamment dans l'affaire Levinsky, et différents chantages. Et il a cédé et il est devenu bien pire que lui-même. C'est en 99 que le Glass-Steagall a été aboli. Et là, c'était la fin. Mais en 95, moi, j'avais fait quelque chose que les Suisses ont été très intéressés. Il y avait beaucoup de gens en Suisse très intéressés par ça. Ça s'appelait la bombe H des produits financiers dérivés. C'est ça dont certains parlent d'ailleurs. Et ils disent, c'est fou, c'est pas possible qu'il y ait ça. Aujourd'hui, on est bien plus loin. On est en trading de haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on domine les marchés avec des masses considérables d'argent fictif. Donc, en quelques microsecondes, on fait baisser un titre. Et à ce moment-là, on achète. Et en quelques microsecondes, on fait augmenter et on joue sur la différence qu'on gagne. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Non. On ne peut pas faire des choses comme ça pour de grandes quantités. C'est entre 0,5 et 1 et quelques %. Mais on le fait 500 fois par jour. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est complètement déconnecté de l'économie réelle. Complètement. Alors, on commence à en discuter auparavant. J'ai trouvé un texte, une discussion entre Rocard et Barr, datant, je crois, où il parle déjà de la chose que j'avais vue. Je crois que ça date de 1980 et quelques. Donc déjà, on en parle, mais c'est pas devenu une chose où les délits d'initiés sont partout et on peut faire ce qu'on veut. C'est le cas d'aujourd'hui. Et c'est le cas, en fait, à partir, comme tu dis, là, en 95, il y a un changement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Il y avait des moyens, disons, amateurs, et ça devient des moyens tout à fait professionnels, dont le compte SWIFT. Alors, il y a une autre question par Internet que je vais vous poser, Jacques. Donc, vous avez débarqué en 95 dans la campagne présidentielle à l'improviste. Vous avez dénoncé la crise financière, vous avez été calomnié, ruiné, on a pu l'entendre, on a pu le voir. Depuis, on n'a pas vu grand-chose s'opposer justement à ce système financier spéculatif qui détruit tout sur son passage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, là on va parler futur, parce que des présidentielles inévitablement arriveront un jour, enfin on l'espère, ce profil, est-ce que vous voyez quelqu'un, vous, capable aujourd'hui de reprendre le flambeau de cette bataille, ou quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs que vous pour se présenter à la candidature des prochaines élections présidentielles et remettre un coup de pied dans cette fourmilière spéculative? Alors, la situation a changé depuis 95, en point. Et tout le monde sait tout. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet, c'est partout. Donc aujourd'hui, chacun, ça aurait déjà dû être le cas à l'époque, mais aujourd'hui les choses sont encore plus claires. Chacun, et je répondrai à cette question, c'est chacun dans cette salle et chacun qui m'écoute à travers Internet. Chacun devrait considérer qu'il fait partie des institutions de la présidence. C'est ce que je dis à la réunion Grande Marche patriotique, le régiment des immortels. J'ai dit, aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous sommes peut-être peu, mais nous sommes la France. Ce n'est pas les officiels qui sont la France. Macron n'est pas la France. Les autres non plus. Ce n'est pas Laurent Wauquiez ou Retailleau qui peuvent être la France. Ce n'est pas Mélenchon qui peut être la France. Parce que aucun n'est prêt à dire la vérité en face sur les questions fondamentales. Et ça, c'est à quoi vous devez être prêts. Et nous aider pour le faire, bien entendu. Alors, il y a peu de temps, il y a eu le jugement de Sarkozy, donc pour l'argent libyen qui aurait alimenté sa campagne
présidentielle, 2007 ou 2012, je ne sais plus la date. Est-ce que ça paraît de bon augure pour le futur ou est-ce que c'est un épiphénomène dans le monde politico-médiatique? C'est l'expression que tout est public et qu'on en parle. Ceci dit, Sarkozy n'était dans un état où il ne pouvait plus se défendre. Il y en a beaucoup qui ont de quoi se défendre et qui ne sont pas poursuivis, par ailleurs, aujourd'hui. Mais ça ouvre en effet dans le public l'idée qu'on peut être puni même si on est président de la République et qu'un président de la République peut porter quelque chose au pied qui est un peu gênant. Voilà. Donc ça permet au public. Les gens ne pouvaient pas croire ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Même Jacques Robert ne pouvait pas le croire, il l'a dit plusieurs années après. Et encore, lui est un juriste, un professeur de droit. C'est un des rares dans le Conseil constitutionnel. C'était des coquins et des copains de tous les hommes politiques qui y sont nommés. Noël Lenoir étant un cas extrême. Mais lui-même a dit que c'était pour se faire une vertu que le Conseil constitutionnel avait fait ça. C'est-à-dire qu'on avait pris moi comme bouc émissaire, ce qui est vrai, mais ça ne va pas assez loin. J'ai été écrit comme bouc émissaire parce que j'avais ouvert la boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir, où il y avait toute la question de sur quoi reposer un système occidental qui était en train de se condamner lui-même en le faisant, et qui allait aboutir à la guerre. Vous voyez ce que j'avais dit sur la guerre à l'époque. On y est aujourd'hui. On est dans le réarmement général. Macron, rappelez-vous pour la Covid, il a dit c'est la guerre. Et là, il dit la guerre pour de vrai, avec des armes. Et on est en train, partout. Les bourses augmentent. Les bourses, mais elles vont très bien en France et en Allemagne, alors que les économies sont désastreuses. Parce que les bourses ne reflètent que l'argent qui est mis dedans et qui est mis dans la défense. Donc, vous regardez en France les actions qui marchent, c'est Safran, c'est Thales, c'est Dassault, c'est celles qui sont les actions dans la défense. Pareil en Allemagne, c'est Rheinmetall, c'est Leonardo, c'est toutes ces actions-là. Vous n'en connaissez même pas le nom, mais probablement. Mais c'est les actions qui sont dans l'acier, dans les obus, dans les avions, dans tout ça. Et c'est ce qu'on donne à l'Ukraine. On n'en donne qu'une petite partie. On le donne. Pourvu que les Ukrainiens veuillent bien continuer à se faire tuer. Ouais, juste pour préciser, Cérim, donc spécialiste Conseil constitutionnel, machin. Jean-Marie Le Pen, à l'époque, était épinglé pour un compte de campagne complètement foireux, avec des ristournes de 90% qui étaient absolument non expliquées, et ils l'ont validé. Alors que tout portait à la valider. Mais il fallait en sorte qu'il y ait des fausses oppositions. Mais ce qui est très frappant pour moi, dans le Conseil constitutionnel, je croyais moi-même, j'étais un peu naïf, je ne croyais pas que ça allait jusqu'à ce point-là, que c'est tous du même milieu. Vous voyez, les comptes de Le Pen. Alors, les deux seuls qui étaient probablement passables, de son point de vue, c'est celui d'Arlette Laguillet et celui de Jospin, qui devait être à peu près passable. Les autres, non. Aucun. Oui, Jacques, en 95, les maires qui ont signé pour toi connaissaient bien le monde agricole. Ils étaient souvent agriculteurs eux-mêmes. Ils étaient donc très proches de ton idée de l'économie physique. Aujourd'hui, et les élections même plus tard, au fur et à mesure, les maires, même ceux qui ont voté pour toi, étaient de moins en moins liés à ce monde de l'économie physique. Et les agriculteurs, aujourd'hui, sont complètement perdus et ils ont une économie physique qui n'existe plus. Le monde agricole appartient uniquement à la spéculation internationale. Et l'Europe ne peut rien faire là-dessus. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour l'agriculteur ou pour ces maires qui veulent revenir à avoir une économie physique autour d'eux, y compris le boulanger, peut représenter une porte de sortie vers l'économie physique? Alors, je vais vous dire un secret que je suis. Est-ce que je vais citer Rimbaud, le poète? Je voudrais être ailleurs que dans la putain Paris.
Parce que les centres-villes ont été totalement corrompus. Vous avez plus de gens qui travaillent dans l'économie physique. Je vois même dans mon propre immeuble, avant c'était des gens de classe moyenne qui travaillaient dans ça. Maintenant, c'est des gens qui sont dans l'informatique, dans le marketing, dans l'écologie, dans je ne sais pas quoi, tout délié à l'économie physique productive. Et les centres-villes sont comme ça. Et le drame, c'est que, en plus, LFI prospère dans ce centre-ville, et Macron aussi, selon les circonstances, parce qu'ils sont adaptés à ça. Ils sont adaptés à cet état d'esprit. Et vous voyez, les voyous dans LFI, à cause de ça. Alors, pour les agriculteurs et pour les gens qui sont à l'intérieur de la France, il y a encore des villes comme Issoire, comme Figeac, que je connais, il y en a probablement d'autres, où il y a vraiment encore une industrie qui reste. Là, il y a des gens qui sont encore liés à l'économie productive. Et c'est là qu'on devrait être, c'est là qu'on devrait aller, qu'on devrait avoir les moyens d'y aller. J'ai écrit un livre qui s'appelle Répondre au cri du peuple. Vous savez, parce que Jules Vallès, sur la Commune, avait un journal qui s'appelait Le cri du peuple. Certains reconnaîtront ça, d'autres pas. Et c'est très important de redonner ce sens de quelque chose qui, en France, personne n'a représenté. Personne n'y a vraiment répondu. Un peu certains, De Gaulle en partie, mais ou des gens qui étaient encore honnêtes il y a 40 ans à la CGT, etc. Mais peu de gens y ont répondu. Et ce que je veux, c'est montrer comment on doit répondre à ce moment de l'histoire, à ce cri du peuple, à ce qu'exige le peuple, et lui donner les moyens de réfléchir, pas lui dire ce qu'ils vont faire. Hein. C'est pas premièrement petit A, petit B, petit C. C'est lui dire, voilà, on a ces éléments, à vous de juger. Et je pense que là où on produit, bien qu'on soit pris dans tous les réseaux hein, de coopératives faussées, de soi-disant euh, euh, sociétés qui sont... Vous voyez à l'intérieur de la France, une des choses les plus choquantes. Vous avez des choses qui s'appellent les zones industrielles. Qu'est-ce qu'il y a 80-90% dans ces zones industrielles? Devinez quoi? Enfin, vous l'avez vu. Logistique. Oui, la logistique. La logistique. Des entrepôts. Des entrepôts. Il n'y a pas de production. Et vous avez, je ne sais pas, Buffalo Grill, vous avez McDonald's et tout le reste. Donc, on est dans une société qui est passée dans le service. L'industrie ne représente moins de 10% en France. Donc, tout le monde parle de rétablir l'industrie, de relocaliser. Relocaliser est une bêtise. On ne peut pas relocaliser par rapport aux chaînes de production et de valeur. Ce qu'on peut faire, c'est sortir de ce dans quoi on a mis la France. C'est dans les productions de gamme moyenne, avec quelques exceptions qui sont le nucléaire et l'aviation. Et un peu la chimie. Mais pour le reste, on est dans les gammes de produits moyens, donc avec des salaires moyens par rapport à la concurrence nationale. Ce qu'il faut faire, c'est faire des industries de pointe qui créent des emplois pour des gens qui vont y travailler. Alors on dira oui, mais avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin d'ouvriers dans les usines. C'est vrai, mais on a besoin de chercheurs, et de chercheurs partout. On doit revenir à une société, moi ce que j'appelais ça, une société d'explorateurs. Et vous explorez davantage nos idées, ou les idées que vous pouvez voir, pour prendre parti. Parce que c'est le moment de prendre parti. La situation est extrêmement dangereuse aujourd'hui dans le monde, et en particulier en France. La France, c'est plus, disons, peut-être plus visible qu'ailleurs. C'est pour ça que les Français sont pessimistes. C'est le pays où il y a le plus pessimisme. À mon avis, il faudrait. Au moins, il y a une chose là. Pourquoi ils sont pessimistes? Parce qu'ils voient mieux la réalité que les autres. Mais ils ne se mobilisent pas pour y faire face. Donc, ce que je vous demande, vous, c'est d'y faire face. C'est ça le sens de cette campagne de 95. Merci, on va prendre une dernière question là. Jacques, en fait, par rapport justement, tu en parlais à l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, deux choses, et sur les crypto-monnaies, c'est deux choses qui sont là, qui n'étaient absolument pas là en 1995. Est-ce que tu penses que l'une comme l'autre sont très intéressantes et doivent être utilisées, ou que ça représente plus un danger qu'autre chose? L'intelligence artificielle n'est pas la découverte d'un nouveau principe physique.
c'est une technologie de communication. Ce que ça appelle le dataïsme, c'est le culte des données. Et c'est très utile. Hein. Si vous avez un engin qui est sur Mars, qui doit se développer tout seul, vous n'avez pas le temps de communiquer. Ça prend 15 minutes aller, 15 minutes au retour. Il faut que l'engin soit équipé pour des problèmes qu'on connaît déjà. Moi, je dois parler de ce sujet à une conférence que nous tenons aux États-Unis, je serai aux États-Unis le 22 et le 24. Et je veux présenter l'intelligence artificielle comme, vous savez, le cercle et à l'intérieur le polygone. Et vous multipliez les polygones, vous n'allez jamais arriver au cercle. C'est pour ça qu'il y a un nombre pi qui existe. Et je veux dire, ces polygones au sein du cercle, c'est les données de l'intelligence artificielle. Et monde data, des données, vous n'arrivez jamais à arriver à ce qu'est le cercle. Parce qu'il y a toujours un petit peu quelque chose qui fait que jamais, avec des polygones, vous pouvez arriver à faire un cercle. Et c'est là que c'est une invention propre à la pensée humaine. Vous pouvez sortir du cercle. Vous avez cette capacité d'inventer et de créer. Et vous pouvez faire. C'est en écoutant de la musique qu'on prend sans doute le plus grand sens de ça, par là, en particulier par la musique. Vous apercevez qu'il y a dans une musique un motif directeur, il y a une intention, et que cette intention ne correspond pas à une forme mécanique. C'est autre chose. Ça ne correspond pas à une logique formelle. C'est au-delà. Et ça vous inspire pour les idées sur tout le reste. Pas seulement ça, que c'est beau en soi, mais aussi parce qu'il nous inspire pour ça. Et c'est pour ça que dans notre conférence, on aura énormément de musique aux États-Unis. Je vais vous dire autre chose. Nous allons avoir une conférence européenne à Berlin Est, qui sera. Non, c'est parce que c'est là où il y a le plus de gens qui ont un sens de ce qu'est une économie physique réelle. C'est pas parce qu'ils sont communistes ou qu'ils l'ont été, c'est pas pour ça. C'est parce que là, il y a des gens qui ont le sens de ça davantage. C'est Berlin, parce que Berlin est face à. Et l'Allemagne est le pays qui. On pensait le faire à Bratislava, on ne peut pas le faire. Parce qu'on pense que Fico, c'est le dirigeant qui a pris le parti de la paix, qui a le courage de le faire. Pas Orban, mais Fico. C'est différent. Donc bon, on le fera à Berlin. Et c'est important de le faire en Allemagne et que beaucoup d'entre nous y aillent. Donc, préparez-vous si vous le pouvez au voyage, ça durera 2 jours. Et préparez-vous à écouter au moins les 2 premiers panels de la conférence américaine qui seront traduits par nous et qui seront sur Zoom. Et surtout, enfin, aussi, suivez les cours d'économie. On a fait un ensemble de 12 cours d'économie. C'est accessible sur notre site et vous pouvez le voir. Ça dure 2 heures. Mais vous pouvez le voir après. C'est-à-dire que c'est accessible pour tous les gens qui ont la clé du Zoom. Hein. Sébastien. Il faut payer. Quoi? Il faut payer, oui. Il faut payer. Ça, c'est la moindre des choses. Ceux qui sont inscrits ont accès aux vidéos et peuvent accéder au lien Zoom pour assister aux classes. Voilà. Mais il nous en reste 4 ou 3. Mais vous pouvez accéder aux 8 oui. précédents. Juste deux précisions pour la conférence donc aux États-Unis, c'est donc la semaine prochaine, hein, c'est le week-end du 24 et du 25 mai. Et la conférence qui aura lieu donc à Berlin-Est, ce sera le week-end du 12 et 13 juillet. Voilà. Donc pour ceux qui veulent déjà réserver leur week-end, on fera un convoi, départ depuis Paris et d'autres villes de France, pour tous aller à Berlin pour ces 2 jours de conférence où vous aurez la chance de rencontrer des personnalités extrêmement importantes de tous les pays du monde à peu près, qui seront présents pour défendre justement cette nouvelle architecture de développement mutuel qu'a développé un peu Jacques ce soir. Alors je vois qu'il y a une dernière question, si tu es OK Jacques. On peut prendre encore une question? Pourquoi pas? Je suis un peu impressionnée. Parce que pour le futur, en fait, on voit en fait tous les blocages aujourd'hui que forme le gouvernement. Bon, déjà, il y a une vraie volonté de destruction de l'économie française, de l'industrie française. On voit que une grosse partie des fleurons français ont été vendus à l'étranger, même une grande partie du patrimoine.
Rien n'est fait pour que l'électricité redevienne à un prix abordable pour les commerces qui ne cessent de fermer, déposer le bilan. Les opposants sont arrêtés. Enfin, je pense à Pierre Bouranovic là, qui vient d'être suivi d'une instruction. Je crois que son livre sort, enfin, je ne sais pas pour quelle raison, mais parfois des avocats sont arrêtés à 6 heures du matin s'ils défendent une personne qu'il ne faut pas. Dans ce contexte, euh, comment en fait prendre le pouvoir avec des gens qui ont vraiment envie de sauver la France et les Français? Parce que là, du coup, parce que voilà, tout est en train d'être détruit, l'hôpital, l'école. Et je pense que dans 2 ans, enfin, ça me paraît trop loin, 2 ans en fait, pour agir. Mais je sais pas comment. Alors, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire et pensez que ce que vous pouvez faire exige un engagement qui va changer sans doute certains éléments de votre vie par rapport à la réalité. Parce que si on voit la réalité en face par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on change. Donc j'ai dit, vous devez vous considérer comme étant partie d'institutions, de la responsabilité publique, on peut dire la présidence en France. Maintenant, il y a une autre façon de répondre. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a l'intelligence opérative, mais dont le chemin de la raison ne passe pas par le cœur. Charles Gave. Il dirait, il n'y a plus rien à foutre en France, filer à l'étranger, c'est ce qu'il faut faire. Je n'accepte pas ça. C'est comme Mitterrand quand il disait, c'est la finance qui règne dans le monde, je ne peux pas appliquer mon programme. Il disait ça à sa femme. Donc moi, je n'accepte pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, au contraire, en France, il y a, à cause de notre histoire, pas celle que véhicule Philippe de Villiers, mais à cause de notre histoire, de nos découvertes scientifiques, de notre histoire, de ce que nous avons apporté dans quelque chose dont je parle dans mon livre, qui est l'inaliénabilité du domaine public, un domaine public inaliénable, un domaine public qui est le domaine du pays, et que les monarchies ont porté, et qui finalement a été quelque chose que la République a représenté. Et il faut être clair sur cela, sur cette continuité qu'il y a dans notre histoire. Moi, je vois des gens qui disent oui, mais la République, c'est pas la même chose, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République, la monarchie. Des gens qui sont dans la confusion. La réalité, c'est que la République, c'est la chose publique, qu'il y a eu des républiques dans le passé de forme monarchique, et aujourd'hui, il y a des républiques qui sont de forme populaire et démocratique. Et c'est dans ce contexte que se situe le référendum, l'initiative citoyenne, qui doit être examiné et développé. C'est pas réunir des gens tirés au sort par Macron et ses instituts de sondage qu'on réunit, on met 5 ou 6 conseillers qui les manipulent, et puis on tire des formules qui sont pas différentes de celles qu'aurait fait un Parlement attaché à ses privilèges. Donc, il faut recréer dans chaque endroit de France des cercles de discussion, de réflexion sur ces questions fondamentales qui doivent peu à peu former un mouvement. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Pour un Français qui attend, l'unité de la France a été faite par l'État. Si vous allez en Alsace, si vous allez en Catalogne française, si vous allez en Auvergne, si vous allez au Cotentin ou en Bretagne, c'est très différent culturellement, mais une unité assurée par l'État. C'est un problème. Et il faut une culture commune de ces différentes choses. On peut appeler ça différentes perspectives qui créent une unité. Cohésion nationale de différentes perspectives. C'est ça qu'on doit apporter. On doit apporter les idées qui sont reliées à ça. Et ça, c'est votre engagement. Et si vous commenciez un peu plus ce soir, ça serait certainement pas la pire des choses. On va quand même prendre une dernière question. Bonjour. Bonjour. Après l'historique que vous avez fait de votre présidentielle en 95, on ne peut que constater que vous avez subi des persécutions politiques, et nombreuses. Et ça, je pense que c'est parce que, comme vous l'avez dit, vous avez cherché à défendre la vérité et la justice. Vous n'êtes pas le seul homme dans l'histoire à avoir vécu ça, à avoir suivi ce chemin-là, et c'est tout à votre honneur. Aujourd'hui,
On vit en France une destruction matérielle de nos services publics. On voit. On voit aujourd'hui en France une destruction matérielle de nos services publics, de nos industries, mais il y a aussi une destruction morale. Aujourd'hui, on est quelques jours après les 80 ans, si je ne me trompe pas, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit que les démons reviennent. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit des persécutions de personnes pour leur foi. Il y a des hommes, des femmes qui sont assassinés à cause de leur foi, qui se font persécuter. Comment est-ce qu'on peut envisager un avenir dans ce contexte-là, et bien au-delà du contexte économique? Parce que il y a des dettes qu'on a contractées envers les générations passées et qu'on doit acquitter envers les générations futures. Et l'humanité a une continuité. Et c'est dans ce sens-là qu'on a une part d'immortalité. Sans ça, on est mortel et ça, on est comme un bœuf ou comme un loup ou comme un lapin. Donc c'est cette part d'immortalité qu'il faut communiquer aux gens. Et ça a différentes manières de le communiquer. Je pense que l'art, la culture, la science, les grandes découvertes scientifiques qu'on rend sensibles aux enfants, c'est quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui. On détruit les enfants. On les détruit par la société des écrans et par l'addiction. Et aujourd'hui, il faut, dans tous les cas où il y a des parents qui ont des enfants, établir avec eux un dialogue sur comment on peut croire à ce que l'enfant vivra mieux qu'eux. Ça, c'est un élément important qui détermine la continuité d'une nation et dans le monde. Alors, il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. La France n'est pas seule, elle n'est pas isolée derrière un mur. Il y a des choses qui se passent dans le monde dans lesquelles la France pourrait ou devrait avoir son rôle à jouer. C'est être avec les BRICS, c'est pas d'aller papoter là comme l'a fait Macron en allant au Brésil. Ça, c'est pas être avec les BRICS. Être avec les BRICS, c'est une forme de pensée. Et c'est cette pensée qu'on doit communiquer. Nous, si on pouvait organiser des centres un peu partout en France de cette réflexion, alors il y en a d'autres qui organisent des centres de réflexion, mais c'est souvent pour propager leur marotte. J'espère que vous avez compris que nous, c'est pas une marotte. C'est quelque chose que chaque être humain a le potentiel de manifester vis-à-vis de la société où il vit. Et qu'on pense en termes de l'avantage de l'autre, pas en termes de l'avantage simplement de soi-même. Ce rapport-là. Et ça, c'est entre individus et entre nations, de la même façon. Oui, Madame Larouche a mis le slogan Citoyens du monde entier, unissez-vous. Pour aller au-delà des prolétaires du monde, unissez-vous. Bien sûr. Et je pense que c'est très important de le concevoir de cette façon par rapport à ce qui ressort et à ce que je disais à l'époque, la tradition, disons, du catholicisme social, que j'espère ce pape représentera une approximation. La tradition d'un marxisme à la française, qui est pas du tout la social-démocratie ni le Parti communiste tel qu'il a été, mais qui a des germes de tout cela. Et le gaullisme d'insurrection. Et tout ça est latent en France. Et il s'agit d'être à l'écoute et en même temps d'intervenir. Et d'élever les gens dans tout ce qu'on ne fait pas penser, surtout que l'homme est un animal qui, pour exister, a besoin d'un ennemi à dominer. Il faut sortir de ça. Et je pense que c'est ça qui est absolument essentiel aujourd'hui. Qu'on peut faire un parti politique à partir, ou un mouvement politique à partir de ça. Et c'est à ça que vous devez nous aider, et à ça que vous devez vous aider vous-même, et en prenant la responsabilité, plus que vous me croyez l'avoir. Moi, en 95, je ne croyais pas avoir toutes ces responsabilités quand j'ai débarqué là-dedans. Hein. Donc, est-ce que je m'en trouve plus mal d'avoir mené la vie que je mène? Non, je pense que je suis heureux, c'est ce qui me maintient dans une forme relative à l'âge que j'ai. Ça, c'est le bénéfice accessoire. Voilà. Donc, si vous voulez vivre vieux, faites de la politique. De la bonne politique. Non, avant, si tu veux dire un mot de conclusion, juste, j'appelle les gens ici, évidemment, et ceux qui nous écoutent, à aller tout de suite sur le site internet
Donc, vous aurez déjà 2 choses, c'est vous inscrire pour les cours d'économie, donc poursuivre les prochains. Donc, le prochain aura lieu samedi. Ce sera Madame Bière, je crois, qui présentera quelque chose. C'est Christophe, pardon. Donc, vous pouvez vous inscrire et en vous inscrivant, vous aurez donc accès aux précédentes vidéos. Et là, vous aurez justement toute l'histoire de l'économie physique et ça va vous délaver le cerveau de l'économie financière dans laquelle on vit. Et évidemment, vous verrez aussi sur notre site un très joli bouton en haut à droite qui s'appelle Je donne et qui permet bien entendu de faire un don à Solidarité et Progrès pour nous aider à organiser tout ce qu'on a à faire dans le pays, mais aussi chacun d'entre vous, pensez à, dans votre région, dans votre coin, dans votre entourage, d'organiser des choses avec 3 amis, 5 amis, 10 amis. On vient, nous, en tant que militants, on discute avec eux, voilà, autour d'un café. Invitez-nous dans vos cercles de réflexion, dans votre entourage, pour qu'on puisse venir présenter toutes ces idées-là directement. Donc voilà, ça, c'est les 3 choses à faire essentielles. Et Jacques, si tu veux... Oui, vas-y. Alors, la première chose que je dirais, rendez propre ce qui est sale, c'est-à-dire financez-vous. Là, l'argent devient propre dans un acte politique. Et la deuxième, méfiez-vous du premier mouvement, c'est bon. Et vous pouvez le faire dès ce soir, tout ce qu'a dit Sébastien, pas dans mais avant de sortir d'ici. Sébastien, dans sa grande modestie, a oublié qu'il était quand même candidat aux législatives, et Rémi aussi, et que ça fait partie de l'action politique. Et Benoît, pardon. Ah, j'ai oublié Benoît. Donc, voilà. Donc sachez que en région parisienne, et on a aussi Jean-François vers Montauban qui est candidat pour les législatives, donc sur le terrain, à l'avance, pour pouvoir déjà établir une présence et un réseau. Donc ça, c'est très important parce que c'est pas juste du blabla, c'est qu'il y a de l'action tous les jours et toutes les. Par exemple, la déclaration qu'a fait Gilles sur Gaza est très importante par rapport à toute cette région du monde où il sera candidat. Oui, donc la déclaration que vous trouverez sur Gaza, le génocide à Gaza, était repartagée sur le site de Solidarité et Progrès. Donc vous pourrez la retrouver pour la diffuser en masse avec les liens vers le plan Oasis. On a reçu des expressions de soutien du Yémen et du Liban sur ça. Oui, il y a beaucoup de retours. Ouais. C'est un Libanais qui l'a traduit en arabe. Ça ne circule en arabe. Merci Jacques. Et puis on va couper la réunion. Et pour ceux qui veulent rester là un peu discuter, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Merci à Rémi.